Et bienvenue sur Radio Modin. Je suis tombé sur une vidéo qui est un cas d'école de manipulation gauchiste comme on n'en fait plus. Ce que je vous propose donc ici, c'est qu'on analyse cette vidéo pour comprendre pourquoi est-ce que c'est à ce point à côté de la plaque, à ce point mensonger et à ce point manipulateur. Et ça va aussi nous permettre de répondre à une question hyper importante qui est pourquoi est-ce que les idées de gauche, même quand elles ont montré qu'elles ne fonctionnaient pas, continuent encore et encore d'être diffusées aussi massivement aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes méprisent la culture populaire ? Alors déjà ici, il y a beaucoup de choses à dire. Et je sais qu'il y a des gens qui me reprochent de faire des interventions trop longues entre les extraits des vidéos que j'analyse ou auxquelles je réacte. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous feriez mieux d'aller regarder des shorts, des formats courts, qui prennent souvent pas le temps de développer ou qui le font de façon très superficielle. Exactement comme la vidéo qu'on va analyser aujourd'hui d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce gars-là, il vient de prononcer une phrase qui a l'air toute simple, mais qui interpelle. Et c'est d'ailleurs le but avec ce genre de format. On veut interpeller le plus vite possible, parce que sinon, les gens, ils passent à autre chose, ils scrollent. Donc, cette phrase-là, qui a l'air si innocente, c'est en vérité un trésor de manipulation et de démagogie. Mais on y reviendra. Alors, je connais pas vraiment ce gars-là, je sais pas quelles sont ses intentions, ça a l'air d'être un vulgarisateur qui fait énormément de vidéos très courtes sur des sujets divers et variés, mais qui sont jamais vraiment approfondis. Des trucs typiquement qui pourraient être faits avec ChatGPT. Donc je peux pas vous dire si c'est de la manipulation consciente ou de la mauvaise foi. Toujours est-il que ce qu'il nous dit, ce gars-là, c'est que certaines personnes méprisent la culture populaire. Et là, ce qui se passe dans la tête de l'auditeur, c'est « Ah, mais c'est vrai ça, comment c'est possible qu'il y ait des gens qui méprisent la culture populaire alors que moi j'adore ça? C'est sûrement des gens super snobs. » Donc vous voyez, ça désigne un ennemi. Cette phrase d'accroche, en fait, c'est un faux dilemme extrêmement démago pour attirer le clic et balancer un short qui fait la promotion d'une pensée à la fois fausse et néfaste. Tout un programme donc. On pense souvent que nos goûts sont personnels. On se dit « j'aime ça » ou « je n'aime pas ça ». Mais pour Pierre Bourdieu, les goûts ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air. Et voilà, ici, il va donc se baser sur la pensée de Pierre Bourdieu. Et donc tout particulièrement sur ce qu'il dit dans son ouvrage « La distinction », sorti en 1979. Alors, on va développer là-dessus, parce que ça va être le cœur de la vidéo, mais avant, j'aimerais rappeler quelque chose d'extrêmement important. C'est que les idées de Bourdieu, sur le papier, c'est extraordinaire, c'est bourré de bonnes intentions. Et toute sa pensée, elle sonne à la fois comme plein de petites révélations et de petites évidences. La pensée de Bourdieu, elle est extrêmement charmante. Et il y a d'ailleurs un de ses livres qui a particulièrement charmé en son temps, en 1964, pour être exact, un livre écrit avec un certain Jean-Claude Passeron qui s'appelle « Les héritiers ». Et qu'est-ce qu'il dit dans ce livre ? Eh bien, en gros, que l'école n'est pas vraiment un système méritocratique. Pourquoi ? Eh bien, parce que les enfants issus des classes les plus aisées disposent de ce qu'il appelle un capital culturel élevé. Donc, un bon niveau de langue, des connaissances en culture générale, mais aussi des codes de comportement, etc. Parce que tout ça, ça leur est transmis dans leur milieu familial. Et ça correspond exactement à ce que l'institution scolaire attend, c'est-à-dire des connaissances, des références, une manière de se comporter. Et forcément, à l'inverse, les élèves issus de milieux populaires sont désavantagés dès le départ parce qu'ils n'ont pas autant de capital culturel à la maison. Et donc, quand bien même ils seraient très intelligents, ils ne s'en sortiraient pas aussi bien dans la vie que ceux issus de classes sociales plus élevées. En clair, l'école ne ferait que reproduire les inégalités sociales. Et surtout, elle ferait croire que les inégalités entre les gens viendraient de leur mérite individuel, c'est-à-dire des résultats qu'ils obtiennent à l'école, alors qu'en réalité, ces inégalités seraient en grande majorité héritées. Alors ok, vous vous dites, pourquoi pas ? C'est quand même pas absurde ce qu'il dit là, c'est même vachement convaincant. D'ailleurs, ça a convaincu beaucoup de gens, à tel point que ce livre, il a eu une influence gigantesque sur l'ensemble de la société. Ça a été un tremblement de terre, en fait. Tout le monde était comme dans le même, là, vous savez, le mind-blowing, là. Et ce bouquin, Les héritiers, il a servi de référence à beaucoup d'intellectuels et de politiques.
Et là où il a eu le plus d'influence, c'est bien évidemment sur l'école. Ce livre, il est à l'origine des réformes de l'école depuis plus de 50 ans. Et là, vous commencez à voir la tuile arriver. Parce que concrètement, les idées de Bourdieu en action, elles ont conduit à quoi? Eh bien, ni plus ni moins qu'à la destruction de l'école française. Et donc à la baisse généralisée du niveau scolaire et intellectuel du pays. Ce mec a détruit l'école. Pourtant, quand je vous ai parlé de ces idées, je suis sûr que vous vous êtes dit « Ah ouais, c'est vrai, ça se tient ». Sauf qu'en fait, dès qu'on sort du monde des idées, qu'on se confronte à la complexité de la réalité, il n'y a plus rien qui marche. Plus rien ne tient debout. Parce que vraiment, c'est avec Bourdieu qu'on a commencé à tout changer à l'école. C'est-à-dire qu'on a détruit un système qui fonctionnait, qui était imparfait évidemment, mais qui fonctionnait pour créer quelque chose d'absolument catastrophique à la place. Et ça, à long terme, ça aura eu des conséquences absolument désastreuses. C'est avec lui qu'on a commencé à mettre des méthodes en place du genre mettre l'enfant au centre du dispositif. Mais c'est aussi avec lui qu'on a commencé à parler d'arbitraire culturel. C'est-à-dire dire que, vous savez, il ne faut pas hiérarchiser les cultures. Toutes les œuvres culturelles se valent, tout se vaut. C'est avec lui aussi qu'on a commencé à dénoncer la culture dominante, dont il va être largement question ici. Donc, au début, c'était pour la déconstruire, cette culture dominante, ensuite pour la condamner, et maintenant, on essaye de la faire disparaître. On veut la condamner à cause de la domination, de la suprématie blanche, etc. Bourdieu, c'est une des nombreuses graines du wokisme. Mais c'est aussi à cause de lui qu'on a commencé à interdire la sélection à l'école, que c'est même devenu un sujet tabou. La sélection, c'est injuste parce que ça mène aux inégalités, donc il faut s'en débarrasser. Et c'est comme ça qu'on a baissé le niveau. Et c'est ça qui a conduit à l'effondrement du niveau scolaire. Et pourtant, aujourd'hui encore, on célèbre Bourdieu et certains vidéastes font des shorts pour expliquer à quel point sa pensée est formidable. Et c'est ça qui est terrifiant. Et que quelqu'un comme Thomas Sowell a parfaitement dénoncé, c'est que les intellectuels, ils n'ont jamais de compte à rendre. Un artisan, un industriel, s'il fabrique un produit qui fonctionne pas, ils en paieront les conséquences. Ils feront faillite. Un plombier qui fait mal son travail, il en subira les conséquences. Il aura une mauvaise réputation, il perdra ses clients. Un intellectuel, il peut mener au pire catastrophe qui soit, détruire des institutions qui jusque-là fonctionnaient, il continuera d'être célébré pour les bonnes idées et les jolies phrases qu'il a pu dire par-ci par-là. Et c'est totalement aberrant. Les intellectuels n'ont aucune responsabilité. Parce qu'en fait, la tentative de Bourdieu de corriger les inégalités à l'école, ça a donné quoi? Ça a donné qu'aujourd'hui, la France possède le système le plus inégalitaire de tout l'OCDE. Ce mec-là, il devrait être vilipendé. Au lieu de ça, il est célébré. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a des mecs qui font des TikTok pour célébrer ces idées alors qu'il n'a concrètement mené à rien de bon? Tout simplement parce que ces idées charment, parce qu'elles sont ultra démago. On se demande pas si elles sont vraies, parce qu'on a envie qu'elles soient vraies. Alors, attention quand même, Bourdieu, il est un peu critiqué, notamment parce que son histoire de la surdétermination sociale, de l'habitus, etc., ça contient beaucoup d'angles morts. Même s'il y a évidemment du vrai dedans, ça a fini par devenir un peu une obsession. Il met trop de choses de côté, comme la génétique, par exemple. Et ce, évidemment, pour des raisons idéologiques. D'ailleurs, je vous renvoie à cette excellente vidéo de Kudos sur Bourdieu. Alors, il y a des choses à redire, mais il y a beaucoup de bonnes pistes. Je vous la mettrai en description si ça vous intéresse, que vous voulez creuser le sujet. Et dernière chose, Bourdieu, c'est aussi celui qui a popularisé l'idée que la sociologie était un sport de combat. Il y a d'ailleurs un documentaire très connu qui porte ce titre. Donc il fait aussi partie de ceux qui ont normalisé l'idée que la sociologie ne devait plus être une science, mais un outil politique, une discipline militante. Et en fait, de quoi on se rend compte maintenant? Que le rôle des descendants de Bourdieu, c'est d'essayer de faire croire que le niveau scolaire, mais aussi le niveau intellectuel en général, n'a pas baissé drastiquement, voire même pour les plus audacieux, qu'il aurait carrément augmenté. Bon, ok, c'était un peu long comme parenthèse. C'est vrai que cette fois, j'ai franchement abusé. Donc là, pour le coup, les gens qui me disent que mes interventions sont parfois trop longues, bon, là, vous avez peut-être raison. Mais je crois vraiment que c'était hyper important de rappeler tout ça.
Bourdieu explique que le goût est aussi une manière de se situer dans la société. Ce qu'on aime, ce qu'on admire, ce qu'on méprise, tout ça raconte quelque chose de notre éducation, de notre milieu social, mais aussi de notre rapport au monde. En gros, nos goûts ne servent pas seulement à dire ce qu'on aime, ils servent aussi à dire qui nous sommes. Et parfois, ils servent même à dire qui nous ne voulons pas être. Absolument. Tout ça, c'est parfaitement vrai et parfaitement irréfutable. Cependant, il y a plusieurs éléments qui font que cette problématique-là qu'il a posée, c'est une arnaque complète. Et déjà pour une raison très simple, qui est que tout ce discours-là, il se base sur la pensée de Bourdieu, telle qu'il la concevait dans les années 70. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses, elles ont quand même radicalement changé depuis, notamment à cause des progrès techniques. La consommation des produits culturels dans les années 70 et la consommation de produits culturels en 2026, elle a quand même radicalement changé. On prend l'exemple de la musique. À l'époque, il fallait du matos, il fallait investir. Une platine, du vinyle, et ça coûtait extrêmement cher tout ça. C'était pas donné à tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas non plus aller à des concerts, que ce soit du rock ou de la musique classique. Alors qu'aujourd'hui, si on veut découvrir un art, une culture, on peut presque toujours le faire sans quasiment rien dépenser. La technologie, et particulièrement Internet, ont rendu l'art et la culture accessibles. Ils ont même créé un rapport égalitaire à cet accès à l'art. Donc ça, c'est une première chose. C'est que le rapport à la consommation de produits culturels a radicalement changé. Mais il y a autre chose qui a changé, et c'est le discours de la gauche lui-même. Parce que pendant très longtemps, la gauche a voulu élever le peuple en lui faisant lire de la grande littérature, écouter les plus grands compositeurs, s'intéresser aux tableaux des maîtres, etc. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle considérait que c'est ce qui se faisait de plus élevé dans le domaine artistique. Et que la grande injustice, c'est que jusqu'à présent, c'était le privilège de la noblesse, de la bourgeoisie, de s'être accaparé ces merveilles, ces trésors de l'humanité, en les dissimulant presque au peuple. Et ce que voulait faire la gauche, c'était donner accès à tout ça au peuple. Mais aujourd'hui, maintenant que c'est concrètement possible, la gauche ne tient plus du tout le même discours. Elle a totalement abandonné cette idée d'élever le peuple. Et qu'est-ce qu'elle a fait à la place ? Elle a considéré que la culture dite populaire, et encore ce terme-là, on va y revenir, parce que c'est très important, c'est même le point le plus important de cette vidéo, mais bref, que cette culture populaire, elle valait la haute culture. Donc, on n'encourage plus les classes les plus défavorisées à s'élever, on a totalement changé le discours. On leur dit, vos morceaux de rap qui crachent sur la police, les merdes que vous dessinez sur les murs, vos danses, etc., tout ça, ça vaut la haute culture. Il n'y a pas de hiérarchie. Dire qu'il y a une hiérarchie, c'est un truc de bourgeois. D'ailleurs, aujourd'hui, le street art, il est régulièrement exposé dans les musées. Il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus une culture à mettre au-dessus d'une autre. Tout se vaut. Et ça me fait penser à une anecdote perso. Un ami de la fac qui un jour me dit « Viens, on va manger au McDo ». Alors moi, j'ai rien contre, une fois de temps en temps, ça rappelle des souvenirs. De toute façon, ils nous ont complètement conditionnés. Quand on était enfant, aller au McDo, c'était la garantie de manger des frites, un hamburger, peut-être même avoir une glace et repartir avec un jouet. Donc si vous avez été des enfants, vous savez que tout ça, c'est quand même pas rien dans la tête d'un gosse. Et au fond, à l'âge adulte, même si on trouve plus ça aussi exceptionnel qu'avant, il y a quand même quelque chose qui est resté dans notre cerveau, ancré. Et ça fait qu'on y est toujours un peu attaché. Mais bref, voilà, quand même, au bout d'un moment, on grandit, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça, qu'il y a bien meilleur ailleurs, et c'est normal. Et en fait, mon pote, ça lui ressemblait pas tellement de dire « Viens, on va manger au McDo ». Parce que il se trouve que ce jour-là, on avait des tickets resto sous la main, bref, je raconte ma vie, mais pas pour rien. Et donc, je lui demande pourquoi. Pourquoi est-ce que tout à coup, tu veux aller au McDo ? Alors que tu sais très bien que c'est de la merde. Et pourquoi on donnerait de l'argent aux Américains ? Et autres arguments capitalistes, parce que j'étais de gauche, pardonnez-moi. Et là, donc, je vous la fais courte, mais en gros, dans son cours de je sais plus quoi, de sociologie de je sais plus quoi, un prof lui avait expliqué ce qu'était une sortie culturelle. Alors, ça pouvait aussi bien être aller au musée, au théâtre, à la bibliothèque ou au cinéma ou encore au restaurant. Et n'importe quel restaurant. Et donc, manger au McDo, c'était déjà une sortie culturelle, une expérience culturelle. Et en fait, mon pote, quand son prof lui a dit ça, ça a changé sa vie. Ça a changé son regard sur le monde. Ça l'a totalement déculpabilisé. Parce qu'au fond, tout ce qu'il avait toujours voulu depuis toujours, sans jamais oser le dire, c'est qu'après l'apéro, on aille se faire un McDo. Et ça
C'est le premier exemple très concret de relativisme culturel auquel j'ai assisté dans ma vie. Et je n'ai pu constater qu'une seule chose, c'est que ça venait de l'université elle-même. Donc c'était un prof de fac qui avait mis dans la tête de mon pote que le plaisir immédiat qu'on pouvait retrouver en mangeant un McDo valait largement la cuisine traditionnelle, une qualité bien supérieure qu'on pouvait trouver dans les petits restos sympas en ville qui n'étaient pas beaucoup plus chers. Alors cette histoire, elle a l'air vraiment ultra anecdotique. Mais en réalité, elle est extrêmement révélatrice de la période qu'on vit. Une période qui a totalement renoncé à l'exigence, qu'elle soit gastronomique, culturelle ou intellectuelle, parce que tout se vaut. Il n'y a plus de hiérarchie. La hiérarchie, c'est même quelque chose de totalement immoral aujourd'hui. Mais alors, la vérité, c'est que pourquoi est-ce que je disais que cette phrase-là, au début, pourquoi certaines personnes méprisent la culture populaire, est démago et trompeuse ? Eh bien, parce qu'on a totalement changé de paradigme et qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse qui se passe. De la part des masses, c'est plutôt celui qui refuse de manger au McDo qui va être considéré comme un ringard, un snob ou je sais pas quoi. Et plus encore, celui qui osera dire qu'il préfère écouter de la musique classique plutôt que du rap, pour reprendre cet exemple, mais ce sera le summum de la ringardise et on lui collera la honte pour ça. Et ça n'a pas du tout été anticipé par Bourdieu. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, si vous dites haut et fort que vous préférez écouter du Mozart que du Booba, vous allez passer pour la pire des ringards, vraiment. Et vous allez vous faire déglinguer sur les réseaux, etc. Parce que ça réveille un vieil imaginaire du bourgeois versus le prolo. Or, dans les faits, comme l'ont très bien soulevé pas mal de penseurs, et notamment Dalrymple, ce qui se passe aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Ce sont les élites, même dans la famille royale, qui vont plutôt copier les coutumes des classes les plus basses, qui vont écouter leur musique, etc., plutôt que l'inverse. Je veux dire, écouter, parler la fille de Nicolas Sarkozy. C'est donc plus les classes sociales les plus basses qui cherchent à s'élever, notamment en faisant grandir leur capital culturel, pour en revenir à ce qu'on disait au début, mais bien les élites qui vont tout faire pour ressembler le plus possible au peuple dans le but de pouvoir les charmer, de pouvoir leur vendre ce qu'elles ont à leur vendre plus facilement. On se souvient de l'exemple de Marion Cotillard qui disait « wesh » par exemple. Alors donc oui, on peut dire qu'on déteste le rap pour marquer quelque chose aussi d'un point de vue idéologique. Mais tout comme les adeptes de rap peuvent dire qu'ils méprisent la musique blanche, la culture blanche ou la musique savante. Ça marche dans les deux sens. Mais clairement, ce qui est le mieux vu aujourd'hui dans le débat public, dans les médias, c'est quand même de cracher sur la musique classique et non pas sur le rap. Et ça, c'est la grande hypocrisie de cette vidéo. D'ailleurs, je donne des exemples musicaux, mais ça marche avec tout type de produits culturels. Quand quelqu'un dit « moi je n'aime pas ça », il peut simplement exprimer une préférence. Mais parfois, derrière cette phrase, il y a un geste social beaucoup plus fort. Il y a une frontière invisible qui se dessine. D'un côté, il y aurait les goûts légitimes, les goûts cultivés, les goûts raffinés, ceux qu'on associe à l'intelligence, à l'éducation ou encore même à la hauteur. De l'autre, il y aurait les goûts populaires, ceux qu'on juge trop simples, trop bruyants, trop commerciaux, trop accessibles. Et c'est là que Bourdieu devient très intéressant. Non, c'est surtout là que Bourdieu devient parfaitement dépassé. Vous savez, là où je suis, j'ai l'occasion de côtoyer des gens parfois extrêmement riches et parfois extrêmement pauvres. Et ce que je constate, c'est que presque systématiquement, les gens qui vont acheter régulièrement des boissons type Starbucks, par exemple, c'est pas les plus aisés. C'est les prolos ou les classes moyennes, pour se donner un genre. Et qui donc vont sacrifier une part non négligeable de leurs revenus pour essayer de passer pour des gens moins pauvres qu'ils ne le sont. Et enfin, franchement, c'est à pleurer, vraiment. Parce que Starbucks, c'est du sucre qu'on vous vend à peu près 100 fois le prix. Mais c'est une entreprise qui fournit un sentiment de luxe. Et ça n'a rien à voir avec des goûts légitimes, avec le fait d'être cultivé. C'est de la merde industrielle qu'on vous fait passer pour du luxe. Et c'est effrayant de se rendre compte que le pognon, en fait, que pourraient économiser ces gens-là, et qui pourrait éventuellement leur servir à terme à investir, à produire quelque chose, eh ben non, ça passe là-dedans. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'extraordinaire avec ce mec-là, celui qui a fait ce short. Mais regardez comment il s'habille, regardez son décor, son look, ses bijoux. Il y a quand même une sacrée dissonance entre le message qu'il essaye de faire passer et son habitus, pour citer Bourdieu. Il montre que les classes dominantes ne dominent pas seulement avec l'argent. Elles dominent aussi par leur capacité à imposer ce qui est de bon goût.
Ce n'est pas seulement j'ai plus que toi, c'est aussi je sais mieux que toi ce qui mérite d'être aimé. Et cette idée est beaucoup plus puissante qu'elle en a l'air. Et là, encore une fois, il y a une partie de vrai. Sauf qu'en fait, il ne tient pas compte de l'énorme différence de paradigme entre l'époque de Bourdieu et la nôtre. Parce que bon, évidemment, c'est la faute du bourgeois et tout ça. D'ailleurs, c'est dit par quelqu'un qui vraiment a tous les codes, tous les accessoires, et qui a totalement l'attitude du bourgeois. C'est pour ça aussi qu'elle est marrante, cette vidéo. Mais c'est là où on voit que la pensée de Bourdieu, mais également la pensée de toute la gauche, c'est pour ça qu'elle est aussi efficace. C'est exactement pour cette raison. C'est parce qu'elle désigne un ennemi, un oppresseur manipulateur. Et il n'y a rien de plus vendeur, il n'y a rien qui fait plus cliquer que ça. La pensée de gauche, c'est comme si elle avait été créée sur mesure pour faire des shorts efficaces. Pourtant, je le répète encore une fois, mais cette vidéo se base sur une prémisse qui est fausse. Et donc, maintenant, on en arrive au cœur de ce que je voulais vous dire. C'est que factuellement, mais il n'y a pas grand monde qui méprise la culture populaire. Ce n'est pas vrai. Quand les élites font la fête, ils n'écoutent pas des concertos de Mozart, ils écoutent de la variette, de la musique qui fait danser, qui fait chanter, des trucs que tout le monde connaît. En clair, de la musique populaire. Sardou, Brel, Aznavour, Jodassin. Parce que c'est ça, la musique populaire. C'est la musique du peuple. C'est une musique que tout le monde a en commun. C'est quelque chose qui réunit. C'est quand tout le monde a la ref. C'est la célébration du socle commun. Et tout le problème, il est là. C'est que récemment, suite à ma série de vidéos sur le rap, beaucoup m'ont dit que je méprisais la culture populaire. Mais c'est pas vrai. Je méprise la culture rap, la culture hip-hop. La culture rap, ce n'est pas la culture de mon peuple. Si vous mettez du rap à un mariage dans ma famille, ça va pas marcher. Alors que dans les quartiers, on va plutôt écouter du gros rap, du Booba, du Caris, du SCH. Et pourtant, ça aussi, c'est de la musique populaire, indéniablement. Mais alors, où est-ce qu'elle est la différence? Où est-ce qu'il est le problème? Eh bien, il est qu'aujourd'hui, le peuple des uns n'est pas forcément celui des autres. Quand on vit dans une société multiculturelle, il n'y a plus une culture commune, il y a des cultures populaires. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs peuples. Et la vérité, c'est que les élites, que ce soit les cadres politiques du RN ou de LR ou les prolos de campagne, ils écoutent à peu près la même chose. Et c'est ça le grand problème que beaucoup ne veulent pas voir. C'est qu'aujourd'hui, la musique dite populaire, elle a beaucoup plus tendance à diviser qu'à réunir. Et ça, c'est tout particulièrement vrai à l'heure d'Internet, où chacun a tendance à s'enfermer dans sa bulle de filtre. Donc en plus des divisions communautaires, on a aussi les divisions générationnelles, idéologiques, les divisions de classe, etc. Or, donc le miracle de la musique populaire, c'est que justement cette musique, elle parvient à rassembler malgré de nombreuses autres divisions. Vous prenez le succès du canon français, par exemple, vous écoutez la musique qui passe, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est impropre de parler de musique populaire. Ça n'existe plus. La musique populaire dans une société aussi léopardisée. Parce que quand on dit musique populaire, on ne se dit pas de quel peuple on parle. Et la vérité, c'est que les musiques populaires, elles n'existent plus. Il n'y a plus que des musiques communautaires. Et ça marche pour d'autres domaines que la musique. Il n'y a plus de culture populaire, mais uniquement des cultures communautaires. Et ça, c'est la triste vérité que très peu osent admettre aujourd'hui. Parce que si une classe sociale arrive à imposer ses goûts comme les goûts légitimes, alors tout le reste peut être présenté comme inférieur. Non pas différent, inférieur. Et donc, vous voyez ici, c'est vachement intéressant parce que globalement, tout le monde ressent qu'il parle en fait d'une haute culture, de celle exposée dans les musées, de la musique classique, etc. En gros, ce qu'on a longtemps associé au goût de la bourgeoisie. Or, dans les faits aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce ne sont plus les bourgeois et la haute culture qui imposent leur goût, mais bien les banlieues. D'ailleurs, ils ont une phrase comme ça, les rappeurs qui ressortent souvent, c'est « les banlieues influencent Paris et Paris influence le monde ». La culture classique, la musique savante, ça ne fait plus rêver personne, c'est has-been. Et d'une manière générale, il suffit de regarder autour de soi pour constater que dans le monde de la musique, du cinéma, de l'art, même du jeu vidéo, ceux qui sont le plus mis en avant, ceux qui ont le plus de soft power, mais ce sont plus les bourgeois, ils sont totalement dépassés, ils sont ringards. Ce sont nos très chers habitants des quartiers, les immigrés et descendants d'immigrés. Aujourd'hui, c'est cette classe sociale-là qui impose ses goûts, comme les goûts légitimes. Enfin, eux et les bobos gauchistes, évidemment.
Il n'y a qu'à voir la cérémonie des JO, qui était quand même une très bonne illustration de ça. Aujourd'hui, la culture dominante, c'est une culture industrielle américano-racailloïde, boboisée, et c'est ça qui est mis en avant par les gens qui sont aux manettes. La vérité, c'est que la culture classique, elle est totalement passée à la trappe, elle a été totalement ringardisée. Et aujourd'hui, c'est cette culture-là qui est considérée comme inférieure par beaucoup de monde. Inférieure esthétiquement, parce que ce serait trop chiant, parce qu'on n'y comprend rien, mais aussi inférieure moralement, parce qu'elle renvoie à une vieille Europe puissante et colonisatrice. Et donc, c'est une culture qui doit être condamnée. C'est pour ça que le mépris culturel est une forme discrète de domination. Il ne dit pas directement « je vaux plus que toi ». Il dit « ce que tu aimes ne vaut pas grand-chose ». Et là, encore une fois, ce discours-là, il est vrai en soi. Le problème, c'est qu'il y a une inversion totale là-dedans. Parce qu'il y a eu un véritable renversement de paradigme. Et aujourd'hui, et j'ai même pu vous en faire la démonstration grâce au clash là, avec ce fameux doctorant en musicologie, la Cassos 2.0, si le sujet vous intéresse, allez voir cette trilogie, vous allez vous régaler. Et en rabaissant tes goûts, il rabaisse alors ta manière d'être au monde. Prenons l'exemple du rap. Non, mais c'est incroyable. Je voulais pas faire le coup du « je suis devin », je vous avais prévenu, mais voilà, on en revient toujours à ça. Il faut absolument mettre le rap sur un piédestal. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait à ce niveau-là avec aucune autre forme de musique populaire. C'est comme s'il y avait un besoin, qu'il y avait un combat militant derrière l'idée là de mettre systématiquement le rap, soit à l'égal des plus hautes formes d'art, soit de le mettre carrément au sommet. Mais ces vidéos-là, elles sont tellement prévisibles, c'en est effrayant. Honnêtement, je pense que vous prenez ChatGPT, vous lui dites « fabriquez-moi un script de vidéo TikTok en utilisant des arguments de Bourdieu pour défendre le rap », il peut vous en pondre des centaines et vous pouvez vous faire du pognon avec ça. Hein. Quelle époque, mes amis, quelle époque! Pendant longtemps, le rap a été traité comme une sous-culture. Mais c'est une sous-culture. Mais ça, c'est terrible en fait, c'est que les gens font exprès de pas comprendre. Mais ce n'est pas un jugement de valeur sous-culture. C'est là où typiquement, il faudrait absolument faire un anglicisme et utiliser le terme de subculture, parce que en anglais, ça sonne cool et on comprend mieux l'idée. Une sous-culture ou subculture, c'est un groupe culturel au sein d'une culture plus large dont les croyances ou les intérêts divergent souvent de ceux de cette dernière. Oui, c'est pas méchant. En gros, c'est un phénomène culturel qui se passe à l'intérieur d'une société comme le punk, le mouvement hippie, la technonique ou la culture otaku, même les surfeurs ou les furies. Et il n'y a pas de jugement de valeur dans le terme sous-culture. Il faut arrêter avec ça. Et vous voyez un petit peu cette manière de présenter les choses ? Ça sert aussi à galvaniser le public qu'on essaye de charmer pour obtenir son like. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les réactions. On est beaucoup dans l'émotionnel, très peu dans la réflexion. Les gens abondent dans son sens parce qu'ils ont envie que ce soit vrai. Et en même temps, se donner l'impression comme ça de combattre le bourgeois qui défend une musique élitiste. Donc c'est vraiment un combat extrêmement confortable. C'est combattre un ennemi qui n'existe quasiment pas et qui est totalement insignifiant, qui ne représente plus rien. Et c'est comme ça qu'on se donne l'impression d'être rebelle à peu de frais, sans prendre le moindre risque. Et ça fait cliquer. Une musique trop violente, trop vulgaire, trop urbaine, pas assez noble, pas assez construite, et donc pas assez respectable. Mais ce jugement ne se porte pas seulement sur le rap, il se porte aussi sur ceux qui l'écoutent. Quand on dit que le rap n'est pas vraiment de la musique, on ne fait pas qu'évaluer le genre musical. On dévalorise aussi les quartiers, les trajectoires sociales, les colères, les récits, les accents, et les expériences humaines que cette musique porte avec elle. Et dont elle fait la promotion. C'est ça qu'il faut pas oublier aussi. Mais le pire dans tout ça, c'est que les gens qui font ça, les gens qui osent critiquer le rap, même pas tant pour la musique en elle-même que pour ce qu'il véhicule, et par rapport à la culture ultra toxique qu'il promeut, c'est eux qui se font allumer. Ce message que moi je suis capable de porter, qui est de dire que évidemment que la musique classique, que ce soit en termes de valeur purement esthétique ou même morale, est infiniment supérieure au rap et à bien d'autres types de musique populaire ou alternative, mais c'est pas du tout un message mainstream. C'est pas un message qui passe à la télé. C'est pas un message qui serait subventionné par le CNC. C'est bien au contraire un message que la culture dominante d'aujourd'hui aura plutôt tendance à condamner. Parce que la culture dominante aujourd'hui, elle met bien davantage en avant le rap que la musique classique. Il pourrait y avoir des articles de Libération, du Monde, de France Inter, de France TV, de Arte,
et de plein d'autres médias pour dénoncer là le message que je viens de passer ici. Parce que la culture dominante aujourd'hui, c'est ce petit message de soumise là que le bourgeois en jolie chemise blanche, qui a plus de décoration que mon sapin de Noël, vous fournit ici. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'insupporte le plus. Vous êtes la culture dominante, alors arrêtez de vous faire passer pour des rebelles, au moins par pitié, un peu de décence. Et c'est exactement ce que Bourdieu aide à comprendre. Certains goûts sont disqualifiés non pas parce qu'ils sont objectivement pauvres, mais parce qu'ils viennent de groupes sociaux qui ont moins de pouvoir pour le faire reconnaître comme légitime. Non, c'est parce que d'un point de vue musical, ils sont objectivement plus pauvres. D'un point de vue thématique, ils sont objectivement plus pauvres. D'un point de vue littéraire même, ils sont objectivement plus pauvres. Par rapport à la haute culture à laquelle vous voulez les comparer. C'est factuel. Seulement voilà, depuis Bourdieu, on est obligé de le faire dans le relativisme culturel. Dire autre chose, c'est scandaleux. C'est ce que je suis en train de dire là, et qui est pourtant du pur bon sens, qui est scandaleux. On en est là. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui partagent ce point de vue, ils osent pas le dire. Parce que quand on commence à remettre en cause un élément de la culture dominante, là, de la culture de la gauche culturelle, il y a tout le reste qui vient avec. C'est comme si vous attrapiez un raisin et que toute la grappe vous tombait sur la tronche. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on attrape l'étiquette d'extrême droite, d'ailleurs. Autrement dit, ce n'est pas toujours la qualité d'une culture qui décide de sa valeur, c'est aussi la position sociale de ceux qui la défendent. Et c'est excellent pour mesurer l'hypocrisie de ce propos. Je rappelle qu'il se base sur un livre de 1979. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, les rappeurs, parce qu'il est tout particulièrement question de rap, ce sont de très loin les artistes qui se mettent le plus plein les poches. Parce que c'est le genre le plus écouté en France actuellement, mais aussi parce que contrairement au groupe d'antan, où il y avait plusieurs musiciens, 3, 4, 5, parfois même 6, les rappeurs, ils sont tout seuls. Donc en termes de logistique, pour un concert, c'est vachement plus facile. Le temps passé à la composition, c'est un beatmaker sur un ordinateur. D'un point de vue technique, c'est une musique qui peut se produire en quantité industrielle. Et avec l'IA maintenant, ça va devenir l'enfer. Le rap est un pur produit du capitalisme. Et les rappeurs, vraiment, ils s'en mettent plein les poches. Et ça leur fait acquérir une position sociale extrêmement haute, sans parler de l'autre catégorie de personnes qui défendent le rap aujourd'hui, qui sont, pour le dire très franchement, les bobos gauchistes. Et ces universitaires, mais c'est eux les bourgeois aujourd'hui. Sauf qu'ils écoutent plus tellement de classiques, ils écoutent du rap, ils écoutent la musique promue par le système, financée par le système, et cette musique, c'est le rap. Et c'est là que la distinction fonctionne. Aimer certaines choses peut être une manière de monter symboliquement, mais mépriser certaines choses peut être encore plus efficace. Parce qu'en disant ça ce n'est pas pour moi, on se place au-dessus sans avoir besoin de le dire directement. On ne dit pas je suis supérieur, on dit simplement je ne regarde pas ça, je n'écoute pas ça, je ne consomme pas ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent ça du rap, tout comme il y a des gens qui écoutent du rap et qui disent ça de la variété française, de la musique classique, expérimentale, indépendante, du rock, etc. En fait, c'est terrible parce que évidemment que dans tout ça, il y a des choses qui sont éminemment vraies. Le problème, c'est le biais du bobo gauchiste qui est poussé à son maximum, au point qu'il en arrive en fait à faire mentir son propre propos. Et à chaque fois, on trace une ligne entre le noble et le vulgaire, entre le cultivé et le populaire. Le plus fort, c'est que ces jugements finissent par être intériorisés. Certaines personnes peuvent avoir honte de ce qu'elles aiment. Et c'est peut-être ça la vraie violence symbolique chez Bourdieu. Entre le noble et le vulgaire, oui. Entre le cultivé et le populaire, non, je suis pas d'accord. Je rappelle qu'il n'y a pas qu'une musique populaire, il y a des musiques populaires, pour ne pas dire des musiques communautaires, vu au point où on en est rendu aujourd'hui. À l'inverse, parce qu'il y a un parti pris, mais on peut aussi considérer que du point de vue des fans de rap, il y a une ligne entre cool et ringard, entre le prétentieux et l'authentique, entre l'ennuyeux et l'énergique, le bourgeois contre le rebelle, etc. Et ces étiquettes-là, elles sont aussi, si ce n'est encore plus puissantes, dans le paradigme dans lequel on vit aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que les dominants imposent leur goût, c'est que les autres finissent par croire que leur propre goût valent moins. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout se vaut et qu'on n'a plus le droit de critiquer. On a parfaitement le droit de ne pas aimer un style, une esthétique ou un genre de musique. Mais la vraie question, c'est est-ce que je critique une œuvre ou est-ce que je méprise un monde social ? Alors moi, je critique un monde social, très clairement. Je me suis déjà exprimé en long et en large à ce sujet. Mais voilà, le rap en tant qu'esthétique, je la comprends, je la conçois, ça me pose pas de problème. C'est justement l'univers, les valeurs, la culture qu'il y a derrière. C'est ça le véritable problème, qu'on soit très clair. Et le plus rigolo dans tout ça, c'est que le fan de rap pourrait dire exactement la même chose de la musique et des valeurs que je défends.
Et que plus encore, bien souvent, il peut avoir tendance à rejeter les musiques savantes ou bien de tradition européenne, ou même le rock ou le métal, tout simplement parce que ce sont des genres qui sont pour lui beaucoup trop liés à la blanchité, donc à un monde dont il rejette les valeurs. Parce que oui, toutes ces jolies petites thèses, elles fonctionnent dans les deux sens. Bref, aujourd'hui, j'aimerais avec cette vidéo vous proposer un petit bonus qui va me servir à vous rappeler quelque chose d'absolument essentiel, qui est que les sociologues, c'est probablement ce qu'on fait de pire aujourd'hui. Parce que ce sont des gens qui ont un immense mépris pour le peuple. Tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir l'influencer, ce peuple, pour ne pas dire l'éduquer, pour qu'ils se mettent à penser ce qu'ils aimeraient qu'ils pensent. Mais dans les faits, ils ont le plus haut mépris qui soit pour ce bas peuple. Je vous laisse admirer ce tweet et surtout ce ratio qui vient quasiment d'un autre monde et qui illustre quand même bien pourquoi ces gens-là, il va clairement falloir arrêter de les subventionner. Et vu que c'est dans le programme du RN, je vais peut-être vraiment finir par voter le RN. C'était une blague au début, ça devient vraiment sérieux.